Chers téléspectateurs de GMTV+, vous êtes dans le bœuf politico-littéraire qui reçoit aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez très bien, vous l'avez entendu ça et là. Il est assez brûlé par le soleil, très brûlé par le soleil, je dirais, mais il ne mange pas du tout le manioc, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que le manioc, il va nous l'expliquer aujourd'hui. Il s'agit de Gaston Kelman. Bonjour Gaston. Bonjour, on va passer le salut. Oui, on peut. Je n'ai pas changé. Je peux toujours vérifier. L'ADN est toujours le même. Ça se voit qu'il cultive désormais le macabo. Oui, je ne sais pas où. Et pour accompagner Gaston Kelman sur ce plateau, c'est Passema Django, ancien enseignant, ancien haut fonctionnaire de la ville de Paris. Je ne sais pas ce qu'il va désormais faire car il est toujours très jeune et il a encore beaucoup à donner. Rebonjour Passema Django. Bonjour monsieur Wafo. C'est celui-là aussi, hein. Mon Dieu. C'est parce qu'ils mangent les prochains vieux là, parce qu'ils sont plus solides que nous les jeunes. Les criquets. Les criquets, Moi les criquets. Les criquets naturels, pas. Les criquets de Bangui sont naturels. De Bangui. Ouais. Bon. Les Kidagoso. Très bien, je salue Simplice, le président de l'Assemblée nationale. Hein, ça fait 3 ans, je ne l'ai pas vu. Bon. Gaston Kelman. On va commencer par vous, puisque vous êtes l'invité principal. Wikipédia me dit que vous naquîtes au Cameroun. Vous confirmez? Yes. Bien, je ne vais pas dire en quelle année, car ça pourrait déranger. Vous êtes titulaire d'une licence bilingue de l'Université de Yaoundé. So you do speak English? But if you want to speak English, you can try. You are a royal Cameroonian. Yeah, I'm bilingual. No, But you are a royal Cameroonian. but Cameroonians are not bilingual. The Cameroon is bilingual, Cameroonians are not bilingual. Well, you have a look. That's what I say. Have a look. That's what I say. The royal Cameroonian should be. Should. Must be. Should. Bilingual. Even must. Whatever you want it to be, but they are not. I'm sorry, my program is in French, so It's no problem. I'm going to go back to French. Do you also speak English? Oh, sometime. Sometimes. Yes. Bon, je pense qu'on va commencer Ça va faire son compliqué. Si même les Africains parlent anglais. Pas l'anglais. C'est bientôt. Non, en Afrique, on dit oui, bitin, là, ça vous quoi. Bon, vous savez pourquoi même les Centrafricains qui ne sont pas bilingues, il n'y a pas l'anglais chez eux, parlent anglais? On est multilingue. C'est parce qu'Emmanuel Macron nomme désormais les anglophones à la tête de l'organisation de quoi de l'OIF. La Francophonie. Bon, d'accord. Bon, Gaston Kelman, vous avez poursuivi une partie de vos études en Grande-Bretagne. C'est pour ça que vous vous exprimez couramment en anglais. Je suis sûr que vous partez du Cameroun, vous n'alignez pas 10 phrases en anglais. Si. Attends, Pidgin. Au séminaire, on parle en anglais. Ah oui, il était oui. Au séminaire, on est là, oui, parce que Anne-Marie, bon. Puis, vous avez poursuivi en France pour obtenir une maîtrise en urbanisme. Tout à fait. Ça va peut-être servir à aider ou bien à Douala, je ne sais pas. Vous êtes également titulaire d'un diplôme de sociologie de l'école des hautes études de sciences sociales. Non, je n'ai pas. C'est votre Wikipédia qui a écrit ça, hein? Non, c'est pas, je sais pas ce qu'on écrit sur moi sur Wikipédia. J'ai fait des études doctorales en sociologie, mais je n'ai pas terminé. Voilà, j'ai fait l'école de hautes études en sciences sociales, mais je n'ai jamais terminé. J'ai fait l'Institut d'urbanisme de Paris aussi. Bien. Voilà. Vous voyez, chers amis, Wikipédia, c'est pas la science, c'est pas la Oui, science. non, parfois je regarde ce qu'on dit sur moi. Wikipédia, c'est plus parole biblique que toute autre chose. Car dans la Bible, même l'esclavage de l'homme noir est encouragé, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant. Donc, vous n'avez pas ce diplôme en sociologie de l'école des hautes études de sciences sociales. Vous ne l'avez pas. Corrigez votre Wikipédia, s'il vous plaît. Vous êtes consultant, conférencier international et écrivain, ça c'est vrai. Oui, on peut le dire. Vous prenez Je fais des conférences. Vous prenez combien par Ça, conférence c'est en bien Afrique? non. Pour dire la vérité, ça varie de 0 à mieux. Donc Vous savez, je fais des conférences à l'œil, on ne me paye pas. Je ne vais pas me faire payer partout. Vous ne faites pas comme votre ancien ami Dominique Strauss-Kahn. c'est 0 plus 1. Il faut comparer les clubs comparables. 0 plus 1. 0 plus 1. 0 plus 1, ouais. Bien. Donc, il est conférencier, mais il ne fait pas comme mon autre ancien ami Dominique Strauss-Kahn. D'ailleurs, je n'en ai pas la capacité. Je l'ai écrit dans mon livre, hein, parce que Dominique Strauss-Kahn, vu l'argent qu'il prend dans certains pays d'Afrique, c'est pas le même Dominique avec qui j'ai mangé un jour et qui me faisait des promesses pour l'Afrique. Voilà, je te le dis, si vous écoutez les promesses, n'engage que vous. Dominique, j'aimerais bien te revoir, te poser la question là-dessus. Bon,
Vos conférences et consultations sont portées sur les analyses des problématiques sociales, ça c'est vrai, Ça, c'est vrai. culturelles et identitaires Ça, c'est liées très à vrai. l'immigration sud-nord, Ça, c'est très, très vrai. mais pas sur l'immigration nord-sud. Ça m'intéresse pas beaucoup. Ça devrait. Oui, oui, mais ça m'intéresse, je ne vais pas tout faire. Je laisse ce champ-là à d'autres. Il vaut mieux faire cela au moment où certains pays occidentaux du Golfe financent des Libanais qu'on envoie en Afrique pour recoloniser. Je pense que vous devriez Il y a vous y certainement intéresser. quelqu'un qui le fait. Vous devriez vous y intéresser, Gaston Kelman. Vous Merci, avez une je voix vais- qui je vais porte. voir. Ok. Hein? Oui, oui. Je le dis, certains pays occidentaux et du Golfe financent des Libanais et bien d'autres qu'on envoie en Afrique pour voir le truc. Il y en a qui vont même au Maroc pour négocier avec les entreprises marocaines qui vont poursuivre le travail. Vous suivez mon regard, je n'ai cité personne. Bon, comme C'est l'évasion de l'Afrique par le monde arabe qui se poursuit depuis toujours. Mhm. Mais les Africains ne se sont jamais aperçus de cela, ou bien tout simplement ils feignent de ne pas s'en apercevoir. Et ces jours-ci, dans les réseaux sociaux, la jeunesse africaine se mobilise contre cette agression, cette occupation-agression, puisque on parle de plusieurs milliers Oui. de Libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui se déploient dans cette Au pays Gabon, africaine, au Congo, au Cameroun, en Centrafrique, Non, partout non, ailleurs. Au Cameroun, c'est Ils vraiment arrivent- résiduel. c'est ils résiduel. arrivent, Au Cameroun, ils arrivent- Il y a un peu, c'est Voilà. résiduel, mais Donc, ça reste vraiment. des communautés se constituent, et naturellement les concernés, à savoir les Africains, tellement préoccupés par d'autres problèmes, ne regardent pas cela, et au risque que demain on se retrouve comme en Afrique du Nord où, on a fait où les populations en Afrique du Sud. autochtones noires de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, où les autochtones qui étaient noirs sont totalement disparus. Parce que les Django, c'est parce que Jésus et Mahomet étaient des blancs. Le séminariste va vous le dire. Est-ce qu'ils ont été Vu le rôle de la religion en Afrique, on comprend pourquoi tous ceux qui arrivent avec une peau plus claire sont les bienvenus. Je ne pense pas que ce soit le rôle de la religion. Je suis prêt à venir. On va débat là-dessus. On reviendra dessus. Avec grand plaisir. J'adore ça et passer Avec la grand Django plaisir. ça. Là, je vous laisserai échanger Avec des plaisir, seulement. avec plaisir. Donc, comme écrivain, vous avez beaucoup écrit, hein. Je suis noir, mais je n'aime pas le manioc. Et je n'aime pas le Et je n'aime pas le manioc, c'est bien écrit, je suis noir et je n'aime pas le manioc. Pourtant, dans mes investigations, Vous avez vous mangez beaucoup du mitumba. Ah ben alors là, si tu avais le livre là, je dirais prends la page 3, tu vas voir que j'ai déclaré dedans que j'aime le mitumba de ma mère. Bon, il mange le mitumba, Je l'ai dit. qui est un mets fait à base de manioc. Mais qui n'est pas le manioc? Et il n'aime pas le manioc. Le pain n'est pas la farine. Le Le pain n'est pas le blé. pain n'est pas le blé, mais sans le blé, on n'a pas le pain. Du moins en Toutes les Occident. déclinaisons que vous voulez après, vous les prenez, mais le pain c'est pas le blé. Je pense qu'il a bien fait de faire de la politique, c'est Gaston Kelman, Ah, parce j'ai jamais fait la politique. parce qu'il nous roule dans la farine. Ben, si vous roulez dans la farine de manioc, Il est noir, il n'aime pas le manioc, il mange le mitumba qui est un mets bassa fait à base de manioc. absolument. Chers téléspectateurs, sachez que sans le manioc, il n'existe pas ce mets de mitumba. On ne fait pas Sans de mitumba pour l'huile, autre chose. sans l'huile, J'ai dit bien sans il le n'existe pas de manioc, mitumba. car c'est un féculent. Sans le manioc, il n'y a pas de mitumba. Sans l'huile, il n'y a pas de mitumba. On peut mettre autre chose. Ah, Bien. Diaspora et développement de l'Afrique. Vous avez aussi écrit ça. diaspora et Et développement de l'Afrique. Vous avez écrit ça aussi. c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Wikipédia, arrêtez de nous dire n'importe Non, quoi. c'est pas moi qui l'ai écrit. Bien. C'est mon petit. C'est un jeune ami qui a écrit ce livre-là. Bon, vous comprenez, je vous pose les questions là-dessus parce que j'ai voulu remettre l'église au centre du village. Ah, ça c'est vrai. C'est Pour l'ancien séminariste, ça passe, hein. C'est Khaled Igoué qui l'a écrit, et puis il me l'a proposé, j'ai vu quoi. Ah d'accord, maintenant Wikipédia, vous l'avez écrit. Donc je voulais recenser, remettre l'église au centre du village. C'est pas vous qui l'avez écrit, ça c'est bien. Non, c'est Khaled. Bonjour Khaled. Voilà, Khaled, on peut chanter. Surtout, il est énorme ce garçon-là. C'est un jeune d'origine béninoise. Bien, Khaled. Vous aviez exercé pendant 10 ans les fonctions de directeur de l'observatoire du syndicat d'agglomération nouvelle de la ville d'Ivry. Ça c'est vrai. Une nouvelle depuis le SAN, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai ça.
De 89 à 99, ouais. D'accord. Vous pouvez saluer Manuel Valls. Hein. Oui, bien sûr, pourquoi pas. C'était un très grand pote à un moment donné de mon parcours. Jacques Guyard, d'ailleurs, qui a été mon père, en quelque sorte. Bernard Bragard, qui est l'une des personnes qui ont le plus compté pour moi sur cette ville nouvelle-là. Voilà un peu le trio d'élus avec lesquels j'ai été très très proche. Très bien, ça c'est bien. Hein. Vous êtes aujourd'hui consultant au sein d'une association qui milite pour l'intégration des migrants noirs. Est-ce vrai ou faux? Mais non, ça date il y a 20 ans. Ça, c'est les Vous n'y êtes références plus, il y a alors. 20 ans. Mais non, j'ai aidé cette association-là, je ne travaillais pas au sein de cette association, j'ai aidé cette association à concevoir une optique, une vision de la problématique migratoire qui correspondait à Jésus Nard, j'aime pas le manioc. C'est-à-dire que là où tout le monde disait les Noirs sont comme ceci, les Noirs sont comme cela, j'apportais une théorie à cette association pour qu'elle sorte de ce flatras sociologique qui n'avait plus de sens, où ce n'est pas l'origine qui détermine l'identité, c'est l'espace qui détermine l'identité. Est-ce que vous avez du cran? J'ai du cran. Oui, est-ce que vous avez du cran? Ben, le cran n'a pas de Kelman non plus. Je ne sais pas si le cran a du Kelman. Est-ce que vous avez du cran, honnêtement? Oui, honnêtement, je Vous avez du cran? Oui. Est-ce que vous avez milité au sein du cran? Militer, c'est pas le mot. Justement, c'est pourquoi je disais que non, j'ai pas milité au sein du cran. Là aussi, j'ai été assez proche du cran au sein des U. Je pense qu'il n'y a pas une association africaine dont je n'ai pas été un peu dans la conception au début. Pas la conception de la création, hein, mais qu'on avait besoin de moi pour une chose ou pour une autre. Je cite par exemple l'efficience, le club efficience de mon jeune ami Eli Kamge. Bonjour Eli, j'étais à l'origine des Gothas noirs, de tout cela. Si vous prenez les Gothas noirs, vous allez voir que soit sur l'introduction, soit sur la conclusion, j'aidais à ce genre de choses. J'aidais à ce que ce soit mieux connu, que des personnalités comme Zensou, ils viennent, comme mon ami Djemal, qu'ils puissent être connus comme Anu Dibango. J'amenais des gens comme ça, comme Lucien Ebata. J'amenais des personnalités comme ça. Parce que pour moi, il y avait beaucoup d'organisations qui faisaient partie du CRAN. Ce conseil, oui, le grand, lui, conseil représentatif des associations. Moi, je n'étais même pas une organisation, mais j'étais seulement que j'apportais qui occupait beaucoup d'associations. Créé par quelqu'un sous l'impulsion d'une autre association. Ça a toujours été je pense qu'en 2005, je fus l'un des rares Français d'origine africaine à ne pas très voir clair dans ce cran. J'avais refusé d'y adhérer en 2005. Moi, je n'ai jamais adhéré au cran. En fait, l'adhésion, c'était plutôt des associations qui adhéraient. Qui adhéraient au cran. J'ai été démarché, hein, tous ceux qui avaient une tête qui pointait au soleil. À l'époque, je bosse pour Direct 8. Vous vous doutez quand on va démarcher. Moi, j'étais là. Cette histoire de cran. Bon, je n'étais pas. Sachez que quand on a du cran, le jour où il faut choisir un représentant, ceux qui ont du cran doivent être tous au premier rang et derrière celui-là. Et on a du mal dans notre communauté avec cela. Donc, Gaston Kelman, vous venez sur ce plateau pour la première fois, et je vous en remercie, avec ce livre que vous voyez là, il est affiché là, L'immortalité de Boumniébel. L'immortel. Pourquoi je dis l'immortalité? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est l'immortel de Boumniébel. L'immortel de Boumniébel. Dialogue d'outre-vie. C'est ça. C'est écrit, mais c'est pourquoi je m'en mets le pinceau. Vous voyez l'effet que vous avez sur moi? Je sais. Je le fais à tout le monde. On va appeler Modeste, ça va pas marcher. Donc, l'immortel de Boumniébel, dialogue d'outre-vie. Chers téléspectateurs, consacré, vous allez nous l'expliquer, il va nous l'expliquer. Chers téléspectateurs, on est au net sujet Intéo Plus, le livre, je ne l'ai pas lu, car je ne l'ai pas encore vraiment reçu physique, mais Gaston va nous en parler, mais n'en dites pas trop. Donnez-moi envie de lire ce livre et donnez envie aux téléspectateurs de GMT Plus de courir tout de suite acheter ces livres-là. Je pense que si je dis que c'est un livre qui parle d'un podol, Ruben Oumniobé, s'il y a un appel plus fort, je ne sais pas. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils ne sont peut-être pas camerounais, qu'est-ce qu'on appelle podol Oumniobé? C'est le premier noir africain qui se présente à l'ONU. Déjà, c'est pour défendre la cause de l'indépendance de son pays. Il faut comprendre une chose, c'est que le Cameroun, après avoir été gouverné, entre guillemets, par 3 colonies, par 3 colons,
par 3 pays colonisateurs, n'a jamais, l'Allemagne, oui, la France et l'Angleterre, n'a jamais été une colonie. Jamais. Le Cameroun a été sous-traité, sous protectorat, merci, allemand. Il a été sous mandat britannique et français à partir de 1916, quand l'Allemagne a perdu la première guerre. Et à partir de la deuxième guerre, il est sous tutelle. Et la tutelle est claire, nette et précise. Tout à fait. Il y avait 2 pays sous tutelle, comme le Togo. Non, pas le Togo. Oui, non, je parle hors Afrique. Hein. Ah, oui, il y avait des pays comme le Bagdad, l'Irak, oui, qui sont devenus indépendants presque à la foulée. Parce qu'ils étaient sous domination ottomane, mais on les disait assez développés pour pouvoir mener leurs affaires eux-mêmes. On disait que les pays d'Afrique, comme par exemple le Togo, n'avaient pas toute cette capacité à le faire, dont on leur donnait un tuteur qui n'était absolument pas leur maître. Ils avaient le droit de commercer, le Cameroun pouvait commercer avec la Chine, le Japon, la Côte d'Ivoire et tout ce qu'on veut. C'est la raison pour laquelle le président Ejo a été l'un des rares présidents d'un pays francophone à se rendre en Chine. Oui, mais non, on n'y est pas encore. Je parle de l'époque de la tutelle. D'accord. Je parle de 45 à 60. 15 ans. Le Cameroun a le droit de faire ce qu'il veut. La France est juste là pour les aider à pouvoir peut-être nous aider à écrire la constitution, des choses comme ça, pour être une nation prête. Alors la France confond tout. Quand on lui a dit, voilà tes esclaves, elle institue l'indigénat, elle institue le travail forcé, elle institue tout. Le génocide. Le génocide. Le livre? Le génocide. Oh là là, non, ne parlons même pas de ça. Fillon a dit que ça n'a jamais existé. Fillon a dit, mais Hollande a reconnu les exactions. Macron a nommé une commission à la tête de laquelle Karine Ramondi qui a été à votre place. Mais ne prenons pas ces gens-là pour modèle. Moi, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Parce qu'ils l'ont dit, mais je ne sais pas ce qui c'est venu. Et quand il a fallu qu'on ouvre les archives, on nous a mis un chanteur devant. C'est la pire des turpitudes que j'ai jamais vu. Le pire, c'est même plus le mépris, c'est la bêtise. Donc, voilà donc la France confond son rôle, et c'est là que Oumyobé a la puissance de savoir qu'en fait, mon interlocuteur, ce n'est pas la France. Et malgré tous les freins que la France a mis en place, on n'a jamais pu empêcher Oumyobé d'aller à l'ONU. Les freins, il faut préciser que la France a tout fait pour empêcher Oumyobé de se rendre à l'ONU. C'est ça que j'appelle les freins. Malgré tous les freins que la France a mis pour qu'il n'aille pas à l'ONU, le gars a réussi à arriver à l'ONU. Ça vous donne la chair de poule. Et à partir de ce moment, Oumyobé, dont je parle dans cette pièce de théâtre, devient la référence de toutes les révolutions africaines. Mandela en parlait, les jeunes révolutionnaires actuels en parlent encore. Ibrahim Traoré, le président de Burkina, en a parlé. Voilà la personne dont on parle. Et cette personne a été mise à l'éteignoir. Et c'est Oumyobé, comme l'ont dit Delton depuis les écrivains de l'histoire. Thomas Delton, voilà. Et que c'est à cause de Oumyobé que la France invente la France-Afrique. Parce que c'est d'ici, il y a des noirs intelligents comme celui-là, l'affaire là est mal barrée. Il faut donc qu'on crée des systèmes qui fassent que, après, on continue à les piller sans qu'ils s'en rendent compte. Mais avant, on tue Oumyobé, parce que faut pas que les gens... Le 13 septembre 1958, assassinat de Ruben Oumyobé par l'armée française. Donc c'est cet homme-là qui commençait à rentrer dans l'éteignoir. Je me suis dit, c'est pas possible. Un jour, je demande à un cinéaste camerounais, pourquoi tu ne fais pas un film sur Oumyobé? Il me dit, là on est dans les causes immédiates, et qui me pousse à travailler, moi, sur Oumyobé, il me dit qu'il va payer. Ça veut dire que la France doit lui donner l'argent pour qu'il fasse un film sur le type qui a causé le plus grand mal à la France. Qui a causé, entre guillemets, oui, entre guillemets, bien entendu, qui a donné fil à retordre à la France par son intelligence. Parce que le noir n'est pas supposé être intelligent, et là ça continue à être dans la mémoire de beaucoup de gens aujourd'hui. Je peux mettre une petite parenthèse. Ouais, sachez que l'inventeur d'origine camerounaise, Dr Séverin Kézeux, a été gardé à vue en France 9 heures d'horloge parce qu'on doutait de son intelligence. On doutait que c'est qui a créé le système anti-collision. 9 heures de garde à vue, son bébé de 3 mois et sa femme, 3 heures de garde à vue. Donc, si on rentrait dans ce système encore là, on pourrait rappeler par exemple que quand Frantz Fanon écrit pour Noir Masque Blanc, on lui dit que les Noirs ne sont pas là pour écrire des essais, qu'ils fassent la poésie ou le roman comme tout le monde. Donc c'est un peu c'est cet homme-là qui a fait à ça et on est obligé de créer la France-Afrique pour que ça ne se reproduise pas. Donc quand je demande donc à un cinéaste camerounais, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pourquoi il n'écrit pas sur Oumyobé, il ne fait pas un film sur Oumyobé, il me dit qu'il va payer.
Évidemment, on ne va pas demander à la France de payer pour Lopez. Non, la France paye pour ce qui rend hommage à la France, ce qui est normal. Et là, le deuxième, justement, la deuxième chose qui m'a vraiment mis hors de moi, c'est quand justement Macron nous dit qu'il va sortir les archives et qu'il met un chanteur. Ça, je me suis dit que ça fait mal au cœur. Pour lui, hein, pour Macron, franchement, j'ai pas mal pour l'Afrique. Je n'ai même pas mal pour mon pays, mais j'ai mal pour Macron. Parce qu'être encore dans ce modèle stigmatisant, avec le nègre, le rythme à la peau, où un chanteur va aller chercher les archives, ça m'a attristé pour ce petit monde-là. Alors, je me suis chargé de faire une œuvre vivante. Parce que ne vous aura pas échappé que tout ce que vous voyez sur moi, là, c'est vraiment l'essai. Un peu de roman, de la biographie, mais beaucoup d'essais. J'ai choisi d'être dans la littérature de la pensée. Et donc, là, j'ai dû franchir le pas, écrire une œuvre vivante. Parce que j'ai envie qu'elle soit jouée au théâtre, j'ai envie que Oumyobé soit sur scène, que je sois palpitant, je pourrais même dire à l'africaine, parce que nous, la mise en scène, elle est très fortement inscrite dans notre littérature. Pour équilibrer, avant de vous donner la parole, parce que Madjambo, pour équilibrer, il faut dire que François Fillon, en 2010, je crois, un peu avant, Premier ministre français, se rend au Cameroun et dit circuler, il n'y a rien à voir, il ne s'est jamais rien passé au Cameroun. François Hollande arrive, président de la République, il se rend au Cameroun, il reconnaît qu'il y avait eu des actions au Cameroun. J'aimerais bien interviewer François Hollande et lui poser une question. Est-ce que ce que l'Allemagne a fait en France n'était de relever que des simples exactions? Et François Hollande, bon, j'essaye, mais je n'arrive pas à l'attraper. Alors, Emmanuel Macron est arrivé, s'est rendu au Cameroun, a pointé une certaine hypocrisie des hommes politiques africains, mais a fini par reconnaître qu'il s'était passé quelque chose au Cameroun. On va ouvrir les archives et nommer une commission, sauf qu'à la tête de la commission, ce n'est pas le chanteur, mais c'est Karine Ramondi, auteur du livre l'assassinat des leaders africains, qui a été en émission aussi sur plateau à la même place que vous. Donc, Karine Ramondi est historienne française. C'est elle qui est à la tête de la commission nommée par Macron. Et Blik Bassi est donc du côté du Cameroun. Blik Bassi est chanteur camerounais. Nous n'avons aucun doute sur ses capacités intellectuelles. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais est-il historien? Je ne crois pas. A-t-il le gabarit? Je ne crois pas. Est-il journaliste? Je ne crois pas. Donc, Macron, si vous voulez quelqu'un, je vous aurais proposé Jacob Tatsinsa, et même bien d'autres, même vous, je vous aurais proposé, et même moi je travaille sur ces questions, si je n'avais pas été là, l'histoire Jacob Fossi, qui entraîna Lambert, c'est pas Lamberton, j'oublie son nom, Outard, le gendarme Outard dans les chutes de la Métier. Sans Jacques Moifo, cette histoire ne serait pas connue. Donc je peux porter ce chapeau-là sur ma tête, c'est une réalité. Vous cherchez des Camerounais capables de vous éclaircir sur cette affaire. Vous n'avez pas besoin de prendre des historiens français, un chanteur camerounais, et puis M. Hollande, M. Fillon. Lorsqu'on utilise le napalm dans un pays, cela s'appelle tout simplement en langue française. Lorsqu'on découvre des charniers comme celui de Gambet, ou celui d'Équité, celui de Gambet 300 personnes, celui d'Équité 200 personnes, lorsqu'on tire à vue sur tout ce qui se bouge en 45, parce que les gens ont fait une grève et qu'il y a 200 morts aussi, on appelle pas ça des exécutions. Lorsqu'on met le feu au marché Congo, lorsqu'on met le feu au marché Congo, lorsqu'on balance le napalm à l'ouest du Cameroun, ça s'appelle un génocide. Car c'est quoi un génocide, Passé Django? Alors, je trouve que cette page de l'histoire de notre pays, donc du Cameroun, cette page donc dramatique, lorsqu'un drame se produit, il y a deux parties. Il y a les auteurs du drame et les victimes. Les victimes ont droit à des réparations. La reconnaissance déjà serait... Les victimes ont droit, en tout cas pour nous, le fait est établi. Pour nous, les faits sont établis. Que les criminels le reconnaissent ou ne le reconnaissent pas, souvent c'est le cas, parce que le criminel face à une justice, il va dire, mais non, moi je n'ai rien fait. Ah non, c'est pas un crime, non, c'est pas un génocide, c'est rien du tout. Ça c'est le discours et la position du criminel, qui est la France. La France et l'Occident, tout simplement, n'avaient aucune raison de venir chez nous, faire ce qu'ils ont fait.
Ils sont venus en occupant, en agresseurs, en assassins criminels, qu'ils qualifient de phénomène de colonisation. C'est leur jargon à eux. Nous considérons que le Cameroun a fait l'objet d'une occupation criminelle, a subi des assassinats, des crimes contre l'humanité, un génocide qui est imprescriptible. C'est-à-dire d'ici 2000 ans, il faut que ces crimes-là soient réparés. Donc, c'est nous qui sommes interpellés, en premier lieu. Ce n'est pas la France. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Nous, les victimes. Le Cameroun regorge d'une pléthore de juristes, d'historiens, de sociologues, donc des femmes et des hommes compétents pour constituer une commission afin de constituer un dossier pour attaquer la France. Pour attaquer la France. D'abord, devant les juridictions camerounaises. Oui, le Cameroun est un État souverain. Ensuite, devant les institutions d'autres pays qui pourraient reconnaître la légitimité, la démarche des Camerounais. Nous avons la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale, qui sont deux institutions distinctes, d'autres institutions, la Cour européenne des droits de l'homme, pour dire que le MIR, qui est le Mouvement international des réparations, par rapport à la déportation des Noirs africains dans les Antilles, par la France, le MIR a saisi les tribunaux français pour exiger non seulement la reconnaissance, mais la réparation de ces crimes-là. Vous pourrez me faire venir quelqu'un du MIR Et donc, les tribunaux français ont débouté le MIR. Ah, comme par hasard. Le MIR est allé devant les instances judiciaires européennes qui ont reconnu que la déportation et la réduction des Africains en esclavage par la France dans les Antilles est un crime contre l'humanité qui nécessite réparation. Donc pour ceux qui nous suivent, si vous allez vous crier un peu, chercher dans Google et autres les démarches du mouvement international des réparations de MIR, vous comprenez qu'il y a des démarches qui se font dans ce sens-là. Mais maintenant, pour revenir à ce qui nous intéresse, le Cameroun, oui, ce qui est arrivé au Cameroun est particulièrement choquant, révoltant. Et c'est là que, depuis, nous disons oui, on interpelle l'intelligentsia camerounaise. Il est temps d'agir en nombre, en se regroupant, en mettant en place cette commission-là, pour faire la démarche. Parce que à quoi bon d'avoir accumulé des connaissances, des savoirs, et ne pas être capable d'entamer une procédure sur le plan international vis-à-vis d'entités, donc d'États étrangers, qui sont venus chez nous commettre tant de crimes, utiliser le napalm, incendier des régions entières, torturer des gens, fusiller devant des populations dans des villages, des gens qui sont injustement accusés sous prétexte que bon, ils ont protégé les leaders de l'UPC, des populations du Cameroun, etc. Bon, donc nous avons suffisamment d'éléments. Sous prétexte qu'ils demandent de l'indépendance de leur pays, alors ce qui est le cas des rebelles ou justement, c'est une population, la population camerounaise. On ne demandait pas l'indépendance. L'indépendance était programmée. C'est nous qui avions décidé quand nous pensons que nous sommes prêts et nous allons dire à l'ONU nous sommes prêts. On ne demandait pas. La France ne nous donnait pas l'indépendance puisqu'elle n'a jamais été notre colonisateur même. Mais elle n'a jamais été colonisée. En plus de la démarche, permettez-moi, nous n'allons pas nous inscrire dans la logique même du criminel assassin qui, lui, avait un calendrier qui nous considérait comme des incapables et qui nous considérait comme des immatures. Il va dire, ben oui, on a négocié avec ces gens-là, ces animaux. Bon, maintenant, on va programmer à partir de quand on va leur accorder l'indépendance. Tout ça, nous balayons sur des revers de main pour dire que ces gens sont venus chez nous. Ils n'avaient pas à venir chez nous à commettre ces crimes-là. Ils n'avaient pas à venir chez nous. Parce que c'est un crime contre l'humanité. Ils reconnaissent pourquoi quand ils vont en Algérie. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que
la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est ce que Macron a dit à Alger. Il le dit à Alger. Si nous passons... Je crois que c'est Martin Massacré qui a retiré sa parole d'ailleurs. Oui, si nous considérons que, pour nous, avant qu'il fasse sa déclaration, nous avons toujours considéré que c'est un crime contre l'humanité. Au même titre que l'Allemagne, comme vous l'avez dit, a occupé la France. L'Allemagne a occupé la France. 14-18, 40-45. Mais à chaque fois, à la fin, que s'est-il passé? Une fois que la France, aidée par les Africains, a bouté hors de son territoire les Allemands, qu'est-ce que la France fait? La France obtient des réparations. Et on parle d'occupation, on ne parle pas de colonisation quand les Allemands sont là. Et pourtant, quand les Allemands sont là, eh bien, c'est c'est l'équivalent de ce que nous avons que nous subissons en Afrique. Donc là, on nous dit, bon oui, il y a eu occupation en France, mais chez nous là-bas, c'est colonisation. Nous disons non. C'est une occupation, une agression criminelle, au même titre que ce qu'ils ont subi en France. Ils ont une réparation, nous demandons une réparation. Mais si nous ne demandons rien, si nous ne formons pas si nous n'entendons pas la démarche, mais comment voulez-vous que le criminel, assassin, qui nous a fait subir tout cela, puisse considérer que, ah mais tiens, c'est effectivement des êtres humains qui formulent des revendications, des exigences. Donc c'est à nous de le faire. Et c'est l'occupant qui vient de nommer une commission à la tête de laquelle une historienne française, je n'ai rien contre Karine Ramondi, que j'ai reçu ici en émission il y a 3 ans, avec son livre « Leaders africains assassinés ». Elle est très claire là-dessus, « Leaders africains assassinés », écrit par Karine Ramondi. Je lui fais pas la pub, mais il faut restituer la vérité. Et c'est dans cette occupation que Ruben Oumniobé est assassiné 6 mois avant la date du 13 mars 1959. Il allait se passer quelque chose au 13 mars 1959. Oh là, je ne crie. Alors, Emmanuel Nougangom, qui est du même village que vous, nous l'a expliqué dans une émission que vous trouvez sur GMTV+. Le 13 mars 1959 aurait dû marquer la fin de la tutelle française. Donc, Ruben Oumniobé le savait. Il fallait le neutraliser avant cette date-là. Mais je veux dire que Oumniobé aurait été à cette date-là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Puisque l'ONU était plus ou moins complice de cette affaire-là, je veux dire que la date était là, c'est pas Oumniobé qui allait être élevé et dire c'est aujourd'hui. Moi, ce que je vais dire toujours, tu vois, nous disons, tu vois, moi la seule question qui me reste, c'est que mais pourquoi nous ne faisons pas ça? C'est pour cela que je commence le travail en amont. Si j'écris une pièce de théâtre sur Oumniobé, permettez-moi de vous raconter ça. J'ai écrit cette pièce de théâtre. Nous sommes, et le 3 décembre, vraiment ça me fait triste de le dire, je le dis, le 3 décembre, je vais à Ezeka pour rendre visite à mon fils qui est prêtre à Ezeka. On est là, on mange, après je dis, en fait, c'est ici que Oumniobé a été enterré. On me dit oui, parce que je vais écrire son livre et puis j'ai la dédicace le 5 décembre. 2023. Le 3 décembre, dimanche, je suis à Ezeka. Je dis, mais j'aimerais bien voir la tombe du Podol. Je ne l'ai jamais vue. On me dit, ouais. La dame qui avait dit, oui, moi je sais où est-ce qu'elle est. Bon, d'accord, on y va. C'est en plein centre-ville d'Ezeka. C'est en plein centre-ville d'Ezeka. La route est là. La tombe de Oumniobé est à maximum 20 mètres de la route. On arrive. Je ne sais même pas comment la dame a pu savoir. On arrête la voiture. Elle me dit, la tombe est là. Je dis, il n'y a rien là. Elle me dit, oui, mais elle est là. La broussaille était là. La broussaille sur la tombe de Oumniobé était là. Ça me fait pleurer. Taille humaine. Tu entres, on ne te voit pas. Tu connais ces herbes. C'est là que la tombe de Oumniobé est. Je dis, non, c'est pas possible. On s'en va. Il y a un garçon qui passe avec sa moto. Je dis, Maguelo, viens. Je dis, la tombe de Oumniobé est où? Elle me dit, papa, elle est là. Je dis, mais non, il n'y a pas de tombe là. Je dis, quand Mathieu me dit, il va chercher. Le gars vient, on pousse, on arrive, on trouve la tombe de Oumniobé, j'ai toutes ces images-là. La tombe de Oumniobé était là. C'est ce jour-là que nous sommes interpellés. J'en parle aujourd'hui, j'ai la chair de poule. Nous sommes interpellés. Maintenant que cela s'est passé. Ça va dans le sens de ce que... Et je n'ai pas fini. C'est ce jour-là que je me dis, Gaston, tu ne seras pas complice. Le lendemain, 2 jours après, on
ont fait la dédicace qui a été, comme ils disaient eux-mêmes, je veux dire, l'événement littéraire de l'année. Il y a eu un foot des ministres, tout le monde devenait professeur d'université. Et ce 3 décembre, je décide que je vais m'occuper de la tombe de Oumyobé. C'est hier encore qu'on l'a débroussaillé. Tous les 13 du mois, comme c'est son jour fétiche, il y a un garçon qui va débroussailler la tombe de Oumyobé. Quand j'étais là le 13 septembre, le jour de son assassinat, j'ai mis une plaque. J'ai mis une plaque le 13 décembre, comme ça maintenant on voit la tombe de Oumyobé, on sait que c'est là. J'ai tout débroussaillé. Le malheur, c'est que les autres ont commencé à enterrer leur corps là maintenant. Donc il faut que j'aille réaliser qu'après je dise au propriétaire du bien, s'il vous plaît, laissez cet espace là comme ça. Il faut faire et donc, je fais donc, et c'est là que je crée aussi un forum pour la mémoire de Oumyobé. Et le 13 septembre 2024, j'ai amené plus d'une cinquantaine de personnes là-bas. Donc, il y a un car qui est parti de Yaoundé, il y a les étudiants, d'autres qui sont venus de Douala, et puis j'ai pris les élèves aussi d'une école. Il fallait voir. Et ce qui est très drôle, c'est que les UPCistes de Douala venaient avec leurs machettes. Parce qu'ils y viennent une fois là, et ils débroussaillent, ils voient, ils repartent. Ils reviennent une année après avec la machette de broussaille. Moi, j'ai mis un truc là pour que tous les mois, et c'est nickel chrome aujourd'hui. Et c'est pour dire qu'il faut éduquer les gens. Et là, ce n'est pas le gouvernement qui doit s'occuper de la tombe de Oumyobé, ce n'est pas le gouvernement qui s'occupe de colomber les deux églises. Il y a 3 entités qui peuvent s'occuper de la tombe. De la région. Il y a sa famille, oui. Il y a son parti politique, Oui. Et il y a la communauté, la commune. Bien, la communauté des communes. La commune des écarts. Vous avez dit qu'il Ce n'est vraiment pas à l'État de s'occuper de Vous la avez tombe dit qu'il faut, voilà, éduquer le peuple. Oui, parce que justement, vraiment pour vous dire que quand je faisais la dédicace du 5 décembre, j'ai voulu massacrer l'État. J'ai voulu dire, ce n'est pas possible, comment est-ce qu'on peut... Et puis un garçon, papa Gaston. En quoi est-ce que tu mets l'État à ça? Il a déjà ses parts de responsabilité, mais là, pour la tombe d'un individu, même s'il est héros national, il y a quand même des gens avant. Il y a sa famille. Et il y a la municipalité, il y a son parti politique. Il y a des patriotes. Et il y a des patriotes. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je n'habite pas à Zeka. Je ne suis même pas son parti politique UPC. Je ne suis pas de l'UPC. Je ne suis à rien. Mais c'est moi qui m'occupe aujourd'hui avec mon fils prêtre, là, que voilà. C'est nous. Et nous avons amené. Fanon Césaire avait dit qu'on avait fourré dans sa pauvre cervelle qu'une fatalité pesait sur lui qu'on ne prend pas au collet. Qu'il n'avait pas puissance sur son propre destin. Il faut que nous le reconnaissions, que nous sommes encore aujourd'hui dans une espèce d'aliénation qui fait que même l'intellectuel africain de plus haut vol, il attend que la France crée un fonds français de démocratisation de l'Afrique. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où nous sommes? C'est la France qui doit nous enseigner. C'est inimaginable parce que je ne sais pas si c'est des intellectuels. Quand nous sommes là et qu'il faut qu'on aille à Montpellier écouter la grand-messe de la France qui va dire ce qu'elle va faire de l'Afrique et que nous sommes très fiers que la France ait créé un fonds pour la démocratisation de l'Afrique. Est-ce qu'on n'est pas revenu à la mission civilisatrice que nous accordons à la France aujourd'hui? Et votre ami était bien parent de cette affaire. Ce n'est pas de ça que je vous avez pleuré quand c'est l'intellectuel africain. Je parle de la logique intellectuelle aujourd'hui qui est très présente dans les conscients collectifs africains. Vous en avez parlé avec lui quand même? Je n'en ai jamais parlé avec lui. Vous le connaissez quand même? Évidemment, bien sûr. Et vous n'en avez jamais parlé avec lui? Non, j'en ai jamais parlé avec lui. Vous avez parlé du conflit? Monsieur oui. Monsieur il y a une chose. Il y a une chose qu'il faut clarifier. Mais qu'est-ce que tu veux que je parle avec lui de ça? L'agresseur a mis en place dans nos pays non seulement des hommes liges, des vassaux, des larbins en tout genre, qui perpétuent l'entretien de ses intérêts dans nos pays, des individus qui ne sont pas en mesure de bâtir dans nos pays ce qu'on appelle État, au sens scientifique du terme, déjà, et un peu partout dans le monde, chez l'agresseur, donc en France, comme pour le cas de la France, il y a ce que nous appelons les intellectuels organiques d'un système criminel qui a sévi dans nos pays, qui sont des nègres. Bon, mon frère Claudicia me pardonnera d'utiliser l'expression nègre de service, qu'on n'utilise pas, puisque on sait ce que ça donne. Eh bien, ces nègres
qui sont présentés comme étant des intellectuels organiques du système criminel qui a sévi chez nous, ont pour mission de créer la diversion, d'embrouiller les esprits. Vraiment, je crois que, vraiment, évitons toujours de penser donc tout cela, évitons de penser qu'il y a des bons d'un côté et des mauvais de l'autre. Moi, je ne connais pas, je peux te demander de me citer un seul Africain qui n'est pas aliéné. Il n'y en a pas un seul. Moi, je suis le premier aliéné. Moi, je suis le premier aliéné. Mais ce que je disais aux étudiants un jour à Marois, monsieur Clément, vous qui parlez d'aliénation là tout le temps, est-ce que vous n'êtes pas aliéné? Je lui ai dit, mon fils, si tu savais à quel point je suis aliéné, tu ne me poserais même pas cette question. De la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Je suis aliéné, le fait que je m'appelle Gaston, que je parle français. Je dis parfois, tu ne peux pas avoir commencé les apprentissages avec le corbeau, le renard, et que ce n'est pas l'imaginaire du coquille, c'est l'imaginaire du fromage qui est dans la tête, ce n'est pas celui du coquille. attention. Ce n'est pas celui du coquille. Nous sommes tellement aliénés, vraiment, permets-moi, nous sommes tellement aliénés qu'il n'y a pas un seul qui ne soit pas aliéné. Tous les Africains sont aliénés. À partir du moment où tu es accepté humblement de ne pas penser qu'il y a des intellectuels organiques ou non organiques, et de savoir que c'est tout intellectuel africain, et que ça a commencé avec Batouala que tu connais très très bien. Oui, avec ça a commencé avec les parents que tu connais très très bien. Oui. Combien d'Africains savent que le roman le plus colonial de la Terre, c'est Batouala? Tu en connais, hein? Non, monsieur. Aucun Africain ne sait que Batouala, c'est le roman le plus colonial. Oui. Anticolonial ou colonial? Mais je dis bien colonial, mon cher ami. Expliquez-vous un peu. Parce Et que je là- vais vous le dire. Oui, dites-le. Parce que justement, c'est là qu'il faut tout commencer. Allons-y. Il ne Mais faut bon, pas qu'on c'est nous a le mis thème. dans la tête que c'était le premier roman nègre, nous avons dit que c'était le premier roman nègre. Pourquoi c'est le roman le plus colonial? Mais lisez de la première à la dernière phrase. Lisez même déjà la préface qui devrait nous réconcilier avec Maran. Il commence à dire, c'est vrai que ces gens-là sont sauvages. Avant d'aller attaquer les Blancs en disant que c'est des gens qui sont tous un peu fous, qui font le travail forcé, mais il dit que regardez les Africains qui se réjouissent de leur malheur, vraiment, ces pauvres gens-là. Premièrement. Deuxièmement, et je vais t'amener les conséquences qui arrivent jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, Maran nous présente Batouala, le roi. Le roi. Il le présente comme le plus lâche du monde, qui ne sait que coucher avec ses femmes, manger, rôter, faire des conneries. Il nous présente Bissibingi, Oui, qui vient, un Bissibingi, beau oui. jeune homme qui vient de nulle part, qui va coucher avec et qui jette le révolu sur Yassiginja, Yassine Ginza, oui. la préférée de Batouala. Yassine Ginza, c'est Ça veut dire, la femme de l'argent. Voilà. La femme de l'argent. C'est-à-dire la femme en or, quoi. Voilà. Et il jette son dévolu Sur sur cette femme-là. Yassiginja, La deuxième épouse de mais Bissibingi. c'est ta préférée. Oui. Oui. Et Bissibingi, et Maran nous présente Bissibingi comme le héros. Le type qui est brave, courageux, il est beau. C'est l'Europe, tout simplement. Le message de René Maran dans Batouala, c'est de dire à l'Afrique, vraiment, vous êtes des petits sauvages, la colonisation est venue vous sauver. Et le mythe du roitelet noir commence à naître. Tout chef blanc, tout chef africain est un roitelet. C'est pour te ramener à votre plaisir que les Bamileke avaient là, qu'on appelle le roi des chefs. La route des chefs, des chefferies, c'est la chose la plus stupide. La route des chaufferies. Oui, je sais ce que La c'est. route des chefferies, c'est une stupide. Tu as déjà entendu le mot chefferie en euros? C'est une- Est-ce que c'est Monaco, il y a une- des chefs à Monaco, Je suis d'accord. des rois, des princes, dans l'imaginaire depuis Batouala qui sont devenus des rois télés. Et comment se termine cette affaire-là? Mais c'est bien dit, il y a Batouala qui est un roi, il a tous ses soldats, et qui évidemment est lâche dans l'imaginaire occidental. Très bien. Batouala se cache pour tuer Bissibingi. Bissibingi, oui. Il va être un guet-apens. Et le gars qui fuit avec sa femme, hein, il ne peut pas l'affronter. Il ne peut pas dire aux soldats, arrêtez-moi ce connard là. Il se cache, le roi, pour te montrer l'imaginaire qu'on nous met dans le chef du chef ici chez nous dans nos têtes. Il veut tirer sur Batouala, sur Bissibingi. Bissibingi. Il rate Bissibingi, il tape la pauvre panthère. La panthère se fâche et vient le massacrer. Et qu'est-ce que ça veut dire la panthère dans l'imaginaire? C'est la moyenne des dieux. Oui. Les dieux sont d'accord que Batouala disparaisse Et que Yassine s'arnaille dans leur aventure. L'Europe prend l'Afrique maintenant. Voilà le livre qu'on nous a présenté comme le livre que nous devions adorer. Voilà. Et à partir de là, le mythe du roi télé noir naît. Tous les chefs, puisque c'est le chef qu'il fallait remplacer, si tu entends dire du mal d'un chef africain,
pose le micro à un Africain. Alors, il ne comprendra pas que nous sommes tous du même moule. On aura l'impression que les chefs représentent 0,01%, c'est les méchants, et que nous tous qui sommes ici derrière, 89 ou 89%, nous on est les bons. D'accord. Et moi je ne suis pas le bon. Un petit mot de personnage Django après, on reviendra sur notre roman, car c'est ce qui vous a amené sur ce plateau. Il faut faire très attention de ne pas s'auto-victimiser. Ou de prendre des responsabilités, de prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Parce que nous qui sommes ici là, on n'a pas vécu la colonisation. Ce qu'ils appellent colonisation, on n'a pas vécu ça dans notre sang. Nous sommes nés, nous sommes venus au monde dans un système que nous avons trouvé comme ça. Ce sont nos grands-parents, probablement nos parents, qui ont subi ce que par exemple René Maran, dans la préface, parce que dans le livre de René Maran, ce que vient de décrire Gaston, le contenu, ben oui, c'est l'éloge du criminel assassin blanc. Donc dénigrer le chef africain, machin, etc. Ben, par contre, ce qui est mis en avant, c'est un passage seulement des conséquences de ce crime-là à l'égard des populations locales, des populations sud-africaines, qu'on appelle les populations de Lubangui à l'époque, hein, où les gens étaient réduits à un esclavage tel qu'ils travaillaient pour produire au service du blanc, ils n'avaient pas de quoi manger, et pour se nourrir, dans la préface, pour se nourrir, ils prenaient les grains que les chevaux dans leur dans la préface. Oui, uniquement dans la préface. Uniquement dans la préface. Dans le livre. Et la préface de 1936. Voilà. Le livre est sorti en 21. Voilà. Donc un petit passage seulement, et ce petit passage-là, il décrit juste un passage de réalité, et là ça a choqué les assassins criminels, donc les leucodermes des pigmentés blancs, qui trouvaient que ce roman-là, il faut mettre à la poubelle, écrire en vertu de quoi un pour écrire. Alors que la totalité. Alors que la totalité du roman, comme vient de le dire Gaston, ben oui, ça montre Batouala, qui est un chef africain, enfin un chef centrafricain, donc noir, chez lui, avec toutes ses épouses, et puis on présente ce couple Lucy qui va acheter donc Yassine Linda, bon, voilà. Donc on dépasse cela. Donc je termine pour dire s'il vous plaît, que oui, je ne me reconnais pas de responsabilité, de collabo et de traître. Nous sommes africains. Je n'ai pas participé à l'entretien, au maintien, parce que le crime que nous avons vécu dans nos pays se poursuit. Cette fois-ci, avec des représentants noirs de l'occupant, qui lui n'est pas parti, mais qui a encore la main qui est là et qui, à travers ces représentants noirs, et les prises de position, il y a bel et bien, parmi nous, noirs, d'autres qui sont à l'aise et qui rentrent dans les institutions de l'occupant et du criminel noir et blanc pour jouer ce rôle-là. Quand on parle de la France-Afrique, eh bien, il y a cette rencontre des vassaux qu'on appelle les chefs d'État avec ceux d'ici, ceux d'Europe, mais il y a aussi quelques agents collabos qui ne sont ni des hauts fonctionnaires là-bas, mais qui sont des gens travaillant, donc vivant dans le monde occidental, dans le monde vivant en France, qui jouent bien le rôle, qui participent et qui, dans leur comportement, dans leur agissement, considèrent que tout ceci a tout à fait légitimement raison d'être. Et c'est là que je termine pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre responsabilité consiste à mettre en avant cette exigence de réparation en constituant un dossier judiciaire contre ce système qui a fait tant de mal, et pour que Oumniobé ne puisse pas rester dans la broussaille injustement et impunément de cette manière. Et c'est sans doute la raison qui a poussé Gaston Kelman à écrire ceci, L'immortel de Boumniebel, voilà. Dialogue d'outre-vie,
qui est une pièce de théâtre, Gaston Kellman. J'aurais pu avoir vraiment une espèce de encore là-dessus. Oui, non, parce que peut-être parce que l'émission, c'est l'émission, c'est sur l'immortel de Boum. Mais ça, c'est l'immortel, mais c'est pour cela. Pas sur René Maran. Non, les causes non, c'est pas René Maran qui me terrain. J'ai donné tout juste René Maran pour montrer pourquoi nous sommes lobotomisés. D'accord, restons sur l'immortel, c'est mieux. Quand l'Occident est venu, pourquoi est-ce qu'un type comme Oumniobé est spécial, qu'il est tellement intelligent, qu'il déstructure tout l'Occident, alors que l'Occident avait cru qu'ils nous avaient tous lobotomisés, tous lavaient le cerveau, et qu'il n'y en avait plus un seul. Comment est-ce que l'Occident fait quand il arrive? Il fragilise le chef. Et il dit, si tu montes, je vais te tuer. On compte les coups d'État sur les Sankara et tout ce monde-là. Parce que le chef, lui, c'était soit tu obéis, soit tu es mort. Oui. L'intellectuel, toi, tu vois, c'est toi le nouveau blanc. On appelait ça au départ l'évolué. Ça s'appelle au début l'évolué. Et ils ont créé en nous le syndrome de l'évolué. C'est-à-dire qu'un intellectuel, si tu viens à côté de lui, il croit que tu veux prendre sa place, puisque dans l'inconscient de l'intellectuel, c'est le blanc qui est le maître pour toujours, et il choisit un. Je peux vous dire à titre d'exemple qu'il y a un écrivain, peut-être au féminin, qui m'appelait chez moi quand j'ai eu ce succès-là. Il ne pouvait pas supporter qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je me souviens un jour, j'ai un coup de fil de minuit à 5h du matin, à me faire insulter. Je suis votre regard. Laissez mon regard où il est. C'est une dame. C'est une dame. De minuit à 5h, l'écrivain m'a appelé pour m'insulter qu'elle en a vu 1000, il en a vu 1000 l'écrivain, comme ça, et qui croyaient qu'ils allaient aussi venir prendre sa place, mais ils ont disparu comme rien. Et que moi aussi, j'allais retourner dans ma banlieue pourrie, avec mon jean pourri. Voilà le syndrome de l'évolué. On dit à l'intellectuel, toi tu es le nouveau blanc, il faut que tu viennes avec nous, on insulte les chefs. Et c'est ça qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas cette collusion qui fait le développement, quand on parlait des despotes éclairés, entre l'intellectuel et l'homme politique. L'homme politique, lui, il a peur pour sa vie. Si je m'engage, on va me tuer. Quand on entendait Bourgi dire l'autre jour que c'est Ouattara qui a perdu et que Gbagbo a gagné, voilà ce qu'on appelle de Gbagbo. Et très peu de chefs vont encore accepter de ne pas obéir à la France pour terminer comme Gbagbo dans un bain pendant plus de 10 ans. Et on comprend donc l'homme politique que nous nous massacrons tous les jours. Et l'intellectuel qui est peinard dans son coin, qui court vers les prix littéraires, les prix littéraires d'Afrique noire, et surtout, les grands prix littéraires d'Afrique noire, qui pensent que quand on l'a plébiscité en Europe, parce qu'il a eu un concours, ou bien un tel prix, ou bien un tel prix, ça veut dire qu'il est bon, alors que ça veut dire exactement qu'il est très mauvais, qu'il fait exactement ce qu'on veut qu'il écrive, parce que comme disait Kodze, le prix Nobel de littérature africain, il disait, tu connais John Kodze. John Kodze dit, l'écrivain africain, l'écrivain anglais écrit pour les Anglais, l'écrivain russe écrit pour les Russes, mais l'écrivain africain écrit pour son lectorat blanc. Voilà. Et il a accepté de reproduire l'Afrique que le blanc sous le prisme du blanc. Voilà, voilà ce que le prix Nobel dit. Et nous, les intellectuels africains, voilà notre maître, nous sommes inconsciemment dans la logique où c'est nous les bons. Et au lieu, l'intellectuel, la définition claire, nette et précise, il n'y en a pas deux sur la terre, c'est quelqu'un qui conçoit une politique pour une pensée pour un espace donné, le sien, pas celui de l'autre. L'intellectuel africain est rentré dans la pensée unique quand il est plébiscité par l'Occident et qu'il a dit Sénèque et tel on dit ceci, c'est là qu'il est bon. Gaston Kellman. Et c'est là que le problème se pose, pas chez l'homme politique. C'est pourquoi je parle, vraiment le dernier mot, c'est pourquoi je parle toujours d'éducation. Si aujourd'hui je m'occupe de Oumniobé là, je vais créer des clubs Oumniobé que je vais aller dire à l'école. Je vais écrire des mots qu'un enfant lit ça, il ne se considère plus comme un sous-homme. Il ne rêve plus que c'est le blanc qui est grand et que lui il est petit. Bien. Donc voilà l'exemple que Oumniobé, qui était un intellectuel, sachant parce que justement, Oumniobé s'est affranchi de la lobotomisation. Un intellectuel camerounais désaliéné. Donc, il y a encore des Camerounais, mais bien africains, désaliénés, délobotomisés, qui, d'ailleurs, c'est en cela que je dis que oui, ceux qui continuent dans cette ligne, dans cette logique qui consiste à voir en ce criminel, à cet assassin, une sorte de divinité, eh bien,
Cela. Tu peux citer un Africain qui soit comme ça depuis 5 ans. Tu peux citer qui? Attendez. Senghor lui-même. Bon. Senghor lui-même. C'était l'homme le plus aliéné de la Terre. S'il vous plaît, parce que si je vous laisse aller sur les discussions sur les intellectuels africains, je suis sûr qu'on passe 4 temps ici. Voilà. Pourtant, il faut bien arrêter cette émission à un certain moment. Alors, vous avez cité Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est un contre-exemple de ce que les dirigeants africains doivent faire, mais seulement à aucun moment vous faites allusion à celui qui l'a vitrifié, qui est votre ami, qui est toujours libre. Personne n'a inquiété. C'est qui mon ami? Je parle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a jamais été mon ami. Je suis un intellectuel qui est libre. Tu m'as dit tout à l'heure que je suis de la gauche, je te dis que je ne suis pas de la gauche, je ne rentre pas dans les cases préécrites par d'autres pour moi. Je ne suis ni de gauche ni de droite, j'ai eu des amis qui étaient sur un bord, j'ai même milité avec eux. Mais le jour où, alors qu'eux m'ont rien proposé, le jour où il y a un gouvernement qui me dit « Tu es un spécialiste de l'identité, viens nous enseigner l'identité ». C'est comme si tu me disais « Pourquoi est-ce que j'ai lu un livre que la gauche et la droite ont lu ?» La gauche et la droite ont le droit de lire mes livres. Le premier gouvernement qui me dit « Viens travailler avec nous », eh bien, je travaille avec eux. Si tu veux que je te dise ce qu'un type de gauche m'a promis à Évry quand je me suis fait virer par la droite, parce que j'avais fait la campagne de gauche, et qui me demandait, et qui me promettait comme emploi adulte relais. Tu sais ce que c'est que l'adulte relais? C'est les gens qui font traverser la route aux enfants, les gens qui font traverser la route aux enfants le soir. J'étais directeur au SAM. Quand on perd les élections, et que j'ai soutenu Bernard, et que c'était moi l'homme à battre de la droite, la droite, la droite me dit, Gaston, demande-nous pardon, tu vas travailler avec nous. Et moi, je me dis que non, je ne vous demande pas pardon, j'ai fait une campagne. Et j'étais convaincu que la gauche n'allait pas me laisser tomber. Je ne dirai pas son nom, paix à son âme. Il m'a proposé d'être adulte relais, faire traverser la route aux enfants. 2 ou 3 ans après, la droite me considère comme un intellectuel. Elle me propose d'être conseiller d'un ministre pour mettre en pratique ce que je sais faire, que la gauche ne reconnaît pas. Je vais travailler, je me rends compte que je ne peux pas, parce que le temps de la politique n'est pas celui de l'intellectuel, je me suis perdu. 10 mois après, je suis rentré chez moi. Très bien. J'ai Gaston, à aucun moment vous n'avez encore fustigé Nicolas Sarkozy. J'attends que vous fustigiez Nicolas Sarkozy, qui a vitrifié Laurent Gbagbo et qui est toujours libre. Donnez-moi l'occasion de vitrifier Sarkozy, mais pourquoi faudrait que je sorte dans la rue avec un placard salaud Sarkozy? Mais je vais vous donner l'occasion, dites-le. Oui, mais je ne veux pas dire salaud Sarkozy. Non, on ne vous demande pas d'insulter. Oui, mais je veux dire effectivement que ça commence avec Chirac, n'oublions pas. Je vais rester sur Sarkozy. Mais pourquoi? Car c'est lui qui a dit je vais vitrifier. Ah oui, vous savez avec lui à l'époque. Donc, j'attends de vous entendre fustiger le comportement de Nicolas Sarkozy contre Laurent Gbagbo. J'attends cela depuis 20 ans. Je n'aime pas des dictats comme ça, mais je vais dire ce que je pense, c'est une saloperie extraordinaire. Si ça te fait plaisir, tant mieux, mais je ne cherche pas à te faire plaisir. Non, mais je ne veux pas me faire plaisir, ça mais non, mais je veux dire que, qui est-ce qui peut entendre un président de la République dire je vais le vitrifier et dire que c'est bien? De quel droit il se permet d'entrer dans la politique d'un pays libre pour choisir qui il veut? C'est le colonialisme, c'est la barbarie, c'est la bestialité. Je n'ai pas besoin d'être Kelman pour le dire. Demandez à un de ses amis en cachette, il va vous dire la même chose. Non, mais je ne devrais jamais en cacher, c'est toujours en public. Non, je dis que son ami ne le dira pas en public. Un ami Sarkozy ne le dira pas en public. Envoie-moi son ami. Et Sarkozy savait qu'un jour, on allait sortir le truc où il allait dire je vais le vitrifier. Il ne s'imaginait pas que ça se saurait un jour. Maintenant que ça se sait, on se dit quel couchard. Alors, Gaston Kelman. Par contre, quand Sarkozy dit par exemple casse-toi pauvre con, je veux dire quel con lui-même. Voilà, ça je le dis. Gaston Kelman, je pense. Parce que Chirac, à la même occasion, on avait dit à Chirac, pour montrer la différence entre deux personnalités. Chirac est dans le salon d'agriculture. On lui dit sale pauvre. Il dit enchanté, moi c'est Jacques Chirac. Voilà quelqu'un qui m'a dit. Alors, et l'autre on lui dit casse-toi pauvre. L'autre on lui dit pousse-toi moi, dit casse-toi pauvre con. On voit bien que. Mettons de l'humour dans cette affaire car on peut rire de tout, même si c'est dramatique. Je dois beaucoup à Nicolas Sarkozy, je ne m'en suis jamais caché. Mais dans mon livre, Ils ont vendu mon frère, je dis ce que je pense de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, s'il avait écouté le petit homme que j'étais à l'époque, il y a beaucoup d'erreurs qu'il aurait évitées car je lui avais écrit que je trouvais que l'homme s'éloignait de plus en plus de son centre d'intérêt politique.
Je le lu avec écrit. Je dois beaucoup à Nicolas. Je le dis. Donc voilà, c'est Moi, pas je parce dois. que je lui dois Moi, que je je ne vais dois. pas lui dire qu'il a commis, qu'il a fait des bêtises en Côte d'Ivoire et en Libye. Ça, Mais il faut faire la part des choses, hein, Moi, je lui dois rien, monsieur absolument. Jackie. Donc, franchement, j'ai encore plus libre que toi. Il faut faire la part des choses. Il faut bien distinguer les exigences et revendications que des personnes résidant en France peuvent adresser à des personnalités politiques françaises en tant que citoyen, en tant que n'importe quel citoyen, qu'il soit d'origine africaine ou pas. Deux, des exigences de nos peuples. Nous sommes des Africains, nous sommes Camerounais, nous sommes Africains, nous sommes d'Afrique centrale, d'Afrique tout simplement, de nos peuples qui ont été l'objet de crimes abominables. je le comprends. Ça, c'est différent. Parce que les gens. Pour finir là-dessus, le comportement, les agissements, l'attitude et les actes de Sarkozy sont dans le prolongement De ce que De Gaulle a fait de tous, voilà, à Ouniobé. de ce que, C'est pour de ce cela que, que je la mets sur ce voilà, terrain-là. donc dans le prolongement Mhm. des crimes qui ont été commis, qui sont commis à l'égard de nos peuples depuis le 19e siècle et qui se poursuivent aujourd'hui Mhm. par les vassaux qui ont été installés à la tête du pays et qui défendent mordicus Là, c'est là que nous n'sommes pas d'accord. leurs intérêts C'est pas d'accord. et Alors. à leur manière. Et donc, du coup, ça autorise des gens comme Sarkozy, ça autorise des gens comme Sarkozy vérifier. à manquer de respect, à ceux qui sont à la tête du pays. Alors là-dessus, j'apporte une précision pour dire, quel que soit le statut de ceux qui sont à la tête de nos pays, même si malheureusement, de par leur comportement, leur gestion, ils permettent les intérêts extérieurs, eh bien, dans le contexte actuel, ils nous représentent. Malheureusement. Oui, ils nous représentent. Ce sont nos représentants. Personnellement, je l'ai déjà dit à maintes reprises, je ne mettrai pas, il ne faut pas se mettre à l'extérieur, chez les criminels, c'est le cas de la France, pour taper du poing, donc j'étais l'anathème de prendre sur ces gens qui sont à la tête de nos pays, ou tout simplement sur le pays, en prétendant qu'on est en train de faire de la politique. Quand on veut faire de la politique, on le fait à l'intérieur du pays. On apporte les propositions, les critiques, les analyses, tout ce qu'il faut. Or, il se trouve que il y a ce comportement, parce qu'on a vite fait, dire voilà un Passima qui est en dehors de son pays, s'attaque aux dirigeants du pays dont il est originaire. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se faire manipuler là où il est? Hein? Et ça, Je suis votre regard, mais ça va également, obliger. est-ce que vous avez compris pourquoi je vous ai amené sur Nicolas Sarkozy? Car vous dénoncez ce que De Gaulle a fait hier à Ouniobé, et je voulais vous amener à dire qu'aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté car Sarkozy le fait à Laurent Gbagbo, et je suis sûr que Macron est en train de le faire à d'autres personnes. Vous comprenez maintenant ma démarche Non, de je ne question? comprends pas, parce que pour moi, c'est une évidence. Qu'est-ce qui a jamais Bien. prétendu que le fil s'est coupé? Bien. Quand j'ai dit que Macron choisit un Exactement. chanteur pour représenter, je dis C'est la continuité. je peux dire, quand je crois que c'est moi qui ai dit, parce que l'occasion qui s'est présentée, on parlait des charniers, j'ai dit que Fillon avait dit qu'il n'y avait jamais rien eu du tout. Donc cette filiation-là, et quand par exemple on s'en va à Montpellier pour dire que maintenant on ne parle plus au chef d'État, on parle aux gamins, C'est pas Ah, sérieux. Ah bon, ça, c'est- c'est un gamin, Bembé? non, mais là, non, mais lui, il était avec ceux qui parlent aux gamins. Lui, il était avec ceux qui parlent aux gamins. Maintenant, les chefs d'État n'existent plus. Les chefs d'État n'existent plus. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on me donne, par exemple, Moi, si tu me permets, j'apporte une précision avant que tu continues dans le sens de ce que tu dis. Aujourd'hui, il se dit en France que les rapports entre la France et le Maroc sont tels que le Maroc est un État beaucoup plus ancien que la France. Et que au Maroc, on n'accepte pas qu'un chef d'État étranger s'adresse directement au peuple marocain. Il s'est avéré que pendant le tremblement de terre que le Maroc a connu, M. Macron, C'est permis. ignorant, comme Sarkozy, les us et coutumes des États à travers le monde, les gens qui ne connaissent pas l'histoire des pays auxquels il s'adresse, eh bien, prononce de manière solennelle un discours qui s'adressait directement au peuple marocain, violant ainsi l'éthique et la morale diplomatique
officiel de l'État marocain. Et il fait que cela, Macron. Et par la suite, il va se rendre compte avec tous ses conseillers autour de lui qui ne savent absolument rien du tout, que ça a été une faute grave. Eh bien, c'est en coulisses qu'il fera maintenant essayer d'aller, par des excuses, par des explications. La conséquence, c'est que le Maroc a refusé son aide. Exactement. Oui. Automatiquement, le Maroc réplique pour dire qu'on ne veut pas que vous, France, que vous intervenez ici. Il fait que voilà. cela de bêtises, mon président voilà, donc, c'est en cela que voilà, l'attitude qu'ils ont à l'égard de nos pays, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, que nous, Africains, nous commençons par faire comprendre à ces gens que nous ne sommes pas de la génération de ceux que leurs parents ont connus. Est-ce que tu sais que, moi je suis très gêné par ce que tu dis, est-ce que tu sais que nous sommes plus aliénés aujourd'hui que nos parents? Est-ce que tu sais que nous sommes 1000 fois plus aliénés que nos parents? Tu n'es pas aliéné. Tous les champs, quand tu le reconnais, mais... sur tous les champs, moi je suis aliéné de la racine, from the bottom of my heart. C'est un bourguignon. C'est-à-dire que nos ancêtres, je ne sais pas, pour prendre un exemple banal, est-ce que tes enfants parlent sango? Oui. C'est très bien. Quand ils sont au Cameroun, par exemple, l'aliénation est telle que les enfants de sa génération, il n'y a pas un seul qui parle la langue des parents. Parce que c'est nous les intellectuels, c'est nous qui avons été à l'école, qui avons dit... Mais tu es d'accord avec moi quand même? Oui, je suis des amis qui ne savent pas dire un mot dans leur langue. C'est que nous, le Camerounais à 99% a été à dire à l'enfant que c'est le français qui est bien. Oui. Il y a des familles dans lesquelles on interdit aux enfants de parler leur langue. Mais oui, on interdisait dans nos enfants. Et là, alors que nos parents, tous nos parents, nous parlons toutes les langues, nos parents, les charniers que tu entends là, ce n'est pas des animaux qui sont là. Non. C'est nos parents qui sont là. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est nous qui allons. Imagine un peu Oumniobe qui voit l'intellectuel africain aller aujourd'hui pour décider de ce qui doit se passer en Afrique avec les plans. Oui. Parce que tu ne pions pas là. Voilà ce que l'intellectuel fait aujourd'hui. Quand Oumniobe, à l'époque, c'est-à-dire que 100% des Camerounais, surtout les Bamlékés et les Bassa, étaient pro-UPC. Oui. Tous étaient prêts à mourir. Et ils sont morts comme des mouches. Et je vais vous dire, en 63. Ils sont morts comme des mouches. Oui. Ce qui est tout simplement impossible aujourd'hui. N'importe quel intellectuel, on l'attire avec n'importe quoi. Du miel. Je les ai rencontrés physiquement. Et on n'a même pas besoin de leur donner quoi que ce soit. On n'a même pas besoin, puisque nous, notre génération ne voulait même pas que les enfants parlent nos langues. Parce qu'on était convaincus que c'est quand on a maîtrisé le français qu'on a de la place sur cette terre. Voilà cette lobotomisation. Quand un écrivain africain aujourd'hui est publié en France, et dit livre, ça veut dire que son livre n'existe même pas, il fait la fête au Cameroun. Quand il est alors si c'est chez l'Harmattan, oh mon Dieu, c'est tout le village qui vient chez lui. C'est pour le logement de l'esclavage. Un négrier, tout simplement comme l'Harmattan, il est bien. Et pourquoi c'est cet négrier? Parce que les majors n'acceptent même pas de publier les essais africains. Voilà. On nous a donné l'Harmattan, allez là-bas chez l'Harmattan. Allez vous débrouiller. Et il est fier comme pas possible. Voilà dans les éléments qui montrent cette aliénation. Et puis, à l'Harmattan, vous allez voir le cave dans lequel ils sont reçus. De l'intellectuel. Dans un coin. Une cave négligeable, machin, etc. Voilà. Moi, je dis aux Africains, lorsque vous publiez quelque chose, et que vous organisez quoi que ce soit chez Harmattan, ne m'invitez pas. Ce n'est pas la peine. Je ne m'y rends pas parce que une maison d'édition digne de ce nom devrait vous respecter. Hein? L'Harmattan est moyen. Mais bon, donne-moi un Africain, donne-moi un intellectuel africain de notre génération qui n'a pas été très fier de publier chez l'Harmattan. Cite-moi. Moi. Mais il n'y en a pas. Bon, donc, génération aliénée. Bien sûr, c'est aliéné. Ce que pose des là-dessus, ce que tu dis, je comprends mais je pars quand même du principe que, oui, ce ne sont pas tous les Africains. Parce que le frère Oumniene et d'autres se sont affranchis. Et encore aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, il y a probablement des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont des affranchis.
Franchement, quand tu as tout fait, apporte-le-moi, je vais te prouver par A et plus B qui n'est pas franchi. Bon, je ne vais pas vous permettre de me le prouver à moi personnellement. Je suis très fier de n'avoir pas édité mon seul livre chez l'Harmattan. Il a été édité chez Fauve Michalon. Donc je suis très heureux, Père son âme, mon ami Yves Michalon. Voilà.